Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver et en mon nom, la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon, encore appelée la Ligue anti-Nganga, vous transmet ces salutations les plus vives et les plus saintes possibles pour vous amener encore ce matin à la compréhension et à la connaissance des mystères de chez nous, des rites initiatiques, des rites traditionnels du Gabon. Nous sommes sur le rite qu'on appelle le Mouiri. Déjà, nous nous réjouissons au niveau de la Ligue de l'intérêt que ce rite est en train, n'est-ce pas, de revêtir en termes de médiatisation, en termes de communication, y compris même officielle, lorsque nous constatons que même la chaîne nationale a fait un clin d'œil, n'est-ce pas, à ce rite en allant filmer une partie quand même de ce qui se fait, même si nous sommes restés sur notre faim. On aurait bien voulu qu'il montre au peuple la partie des insultes, comment les parents insultent les parents, et les enfants plutôt insultent les parents, parce que ça commence par là, le rite commence par la période des insultes. Voilà, donc voilà, et puis tout le reste. Mais on comprend au niveau de la Ligue, nous sommes intelligents, nous comprenons que c'est un coup de pouce, n'est-ce pas, pour protéger l'entité qui est le Mouiri, qui est une entité très dangereuse, une entité diabolique, et nous allons continuer à parler de ces choses. Bien, mesdames et messieurs, voyez-vous, lorsque vous parcourez la toile, vous trouvez ces petits sous-traitants animistes, des petits Nganga, petits bouddhistes, animistes, initiés au Mouiri, en fait, qui sont là pour essayer de colmater les brèches parce qu'ils savent que ce que nous sommes en train de dire et de présenter au peuple est pertinent. Entre les vrais initiés et nous, ils savent que nous disons la vérité parce qu'en fait, nous sommes des pasteurs. Nous sommes des pasteurs qui évoluons dans un contexte où effectivement le faux est dénoncé et pointé du doigt. Et donc, vous ne pouvez pas vous lever en tant que pasteur aujourd'hui au Gabon et même dans l'Afrique, porter un combat comme celui de dépouiller les œuvres des ténèbres et associer le mensonge à votre combat. Vous serez désarmé vite fait, vous serez vraiment exposé vite fait. Donc, vous voyez que si on vient à visage découvert, on prend le risque à visage découvert de parler, c'est parce qu'on sait que ce que nous disons est la pure vérité que des vrais initiés de haut niveau connaissent. Parce qu'il faut déjà dire que lorsqu'ils disent qu'il y a des secrets, les gens viennent sur la toile, plutôt vont se faire initier pour apprendre des petites choses en haut en haut, c'est faux. Il n'y a pas d'en haut en haut. C'est pourquoi ce matin, nous allons descendre encore un peu plus en profondeur comme d'habitude, parce que le rite est profond. Donc ce matin, nous allons parler du Mouiri, les crimes rituels et, n'est-ce pas, le fétichisme. Nous allons parler des crimes rituels dans le Mouiri et le fétichisme. Et là, je crois que pour les initiés, ils comprendront davantage que ici, il n'est pas question des gens qui ont lu un livre. Ici, on n'est pas au niveau des livres. Parce qu'il n'y a aucun livre qui est disponible sur la place publique qui traite de ce que nous traitons. On a lu notamment Julien Bonhomme, quelque chose comme ça, sur le miroir, le crâne et le miroir, quelque chose comme ça. Vous pouvez aller sur Internet, trouver ce livre ou cette thèse de doctorat. Elle parle d'un certain nombre de choses, mais pas au niveau où nous le présentons. Parce que le niveau où nous présentons, quiconque a osé parler de ça a été assassiné. Non pas par le Mouiri, mais par les mouristes. Quiconque a osé parler de ce que nous parlons là, a été assassiné. Et vous vous rappelez le dernier cas en date, le jeune qui a été assassiné du côté de Port-Gentil et qui a été assassiné par son propre frère. Vous voyez la méchanceté, vous voyez la dangerosité de ces gens.
Ce qui prouve à suffisance qu'en réalité, le Mwiri n'est rien, si ce n'est ce que nous vous expliquons. Donc, mesdames et messieurs, tous ces sous-traitants qui passent, qui font des posts pour essayer de lancer des pics à la Ligue, essayer de discréditer, il faut comprendre que ce sont des mercenaires. Ce sont des criminels, ce sont des gars qui participent pour la plupart dans des rites dangereux, qui sont dans des pratiques très dangereuses, et ils ne voudraient pas que vous ayez la connaissance de ces choses. Et donc, ils sont en ce moment en opération marketing pour essayer de montrer non, ils ne connaissent pas, c'est des faux, ils essaient de faire le parallèle avec la Bible, oh, Jésus disait ceci. Non, ici n'est pas question de Jésus. Et si Jésus est à la poubelle, vous avez dit que le christianisme est faux, la Bible est fausse, tout est faux. Tout le monde a compris ça. Jésus est à la poubelle. La Bible est à la poubelle. On est en train d'explorer le grand Mwiri, le bon Mwiri, le justicier Mwiri, la vérité Mwiri. On est sur ça. Donc, il n'est pas question d'essayer de nous faire des parallélismes qui ne tiennent pas, parce qu'il n'est pas question de ça. Alors, nous parlons ce matin des crimes rituels et le fétichisme dans le Mwiri. La première chose que je m'en vais vous dire pour que vous le reteniez bien, le Mwiri est un consortium. C'est un conglomérat. Le Mwiri, en fait, c'est une multinationale de la sorcellerie villageoise. Ça, si vous retenez ça, vous gagnerez. Le Mwiri est une multinationale de la sorcellerie villageoise. Ça veut dire, c'est une mise en commun des pouvoirs sataniques, occultes, mystiques de chaque sorcier. C'est une mise ensemble. Donc, c'est un consortium dont le nom est le Mwiri. Et maintenant, à l'intérieur, vous avez des filiales. Vous avez des filiales, vous avez donc des spécialités. Et c'est ce que nous allons essayer de vous montrer. Et vous expliquer avant que il y a 3 types de personnes dans le Mwiri. Il y a 3 types de personnes lors d'une initiation. En fait, il y a 3 types de personnes. Il y a 2 au départ, 2 grands groupes, mais 3 types de personnes pour 2 grands groupes. Il y a le groupe de ceux qui vont faire carrière, qui vont aller loin, qui vont gravir des échelons. Et puis il y a le groupe, en fait, de ceux qui seront là juste pour le spectacle, des clowns, qui n'iront pas loin parce qu'ils n'ont pas le potentiel d'aller loin. Maintenant, les 3 catégories sont donc lesquelles? Il y a des initiés héritiers. Ça veut dire qui vont hériter du pouvoir ou de la spécialité d'un parent qui les a préparés. Ça veut dire un ancien initié qui est dans l'une des filiales que nous allons vous présenter ce matin, a préparé son enfant ou va le préparer. Et au fur et à mesure, au moment de l'initiation, quand cet enfant arrive, il arrive pour hériter. Ça veut dire, les choses qu'on va mettre dans son sang n'auront rien à voir avec ce qu'on mettra chez les autres. Parce que lui, il vient en héritier de son père, de son oncle, de son grand-père, etc., etc. Ça, c'est la première catégorie. Ça veut dire, il arrive déjà héritier. C'est un peu le cas des jumeaux. Les jumeaux sont déjà héritiers d'office. Quand vous vous initiez au Mwiri en tant qu'héritier, vous passez toute la première phase des brimades et tout le reste. Vous tombez directement à un rang supérieur parce que vous êtes un héritier désormais de la sorcellerie qui vous a été véhiculée au cours de pendant votre naissance ou les premiers jours lorsque le Nganga, le féticheur, vous a préparé, n'est-ce pas, au travers des rites de la naissance des jumeaux qu'on va développer prochainement. On vous fera un peu aussi des esquisses sur la naissance des jumeaux, qu'est-ce qui se passe, etc., etc., jusqu'au mariage des jumeaux. Voilà. Donc, ensuite, vous avez des gens qui arrivent et qui ont un potentiel. Il n'est pas héritier de quelqu'un, mais lors des initiations, les maîtres qui sont là observent le potentiel de l'enfant, ce qu'ils appellent l'étoile. Ça veut dire, vous n'avez pas un parent connu,
ou qui a un pouvoir exceptionnel, mais eux, les maîtres, vont discerner au travers vous une certaine capacité, un certain pouvoir, un certain rayonnement. Et donc, vous allez être coopté. Là, on est dans maintenant la cooptation. Ça veut dire, c'est un type d'initié, mais lui, par rapport à son étoile, par rapport à sa capacité, il va être coopté par des anciens. Lui, il est appelé à faire carrière. Et puis ensuite, il y a les derniers. Ça veut dire, il n'est pas héritier d'un parent et son étoile n'est pas aussi brillant que ça. En fait, il n'est rien, il est vide. Il est vide. On va l'initier, bien sûr, mais ce qu'on met dans ces traits, en fait, il y a rien de consistant. C'est ce qui fait que dans le contingent des initiés, vous pouvez être 10, 15, 20, mais en réalité, il y a parfois à peine 1 ou 2 ou 3 qui sont des véritables initiés chargés de pouvoir mystique. Les autres là, c'est juste le contingent, quoi. Voilà. C'est les gars, ils ont participé à l'initiation, ils sont initiés, mais ils sont vides, voilà. Ils sont vides. Et eux, ils ne feront pas carrière. Ils vont être là, ils vont jouer au tam-tam, ils ne feront pas grand-chose. Et ils ne pourront pas accéder aux principes, aux clés qui sont maintenant dans les filiales. Parce que les filiales, c'est maintenant des lieux de développement des capacités. C'est pourquoi ils disent, quand vous suivez les sous-traitants sur la toile qui essaient de rattraper quelque chose du Mouri, les sous-traitants vont vous dire qu'il y a des profondeurs que la plupart d'entre eux-mêmes ne connaissent pas parce que les profondeurs en question relèvent maintenant du domaine de la sous-traitance. On va dire quoi? Plutôt des filiales. Et nous allons vous présenter au moins 10 filiales ce matin, 10 pouvoirs à peu près qui sont au moins 10, peut-être 8, au moins 10, trop 10 plutôt, au moins 8. On va vous présenter au moins 8 filiales spécifiques alors avec leur manière de fonctionner qu'on retrouve dans le Mouri. Mais ça, un initié vide ne peut pas connaître ça. Un initié ne peut même pas s'imaginer ça. Il faut être qualifié, il faut être soit un héritier de l'une de ces filiales ou alors un héritier possédant un pouvoir, une étoile, comme on dit dans ce milieu-là, personnelle qui est assez brillante. Alors les dieux vont te coopter et ils vont te préparer parce que tu as un potentiel non négligeable. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Donc, commençons notre thème du matin, les crimes rituels et le fétichisme. Donc, notre exposé va être organisé autour de 2 sous-thèmes. Premièrement, les crimes rituels et ensuite le fétichisme. Bien, je tiens à rappeler en même temps le pourquoi je fais des longs exposés. Je pouvais faire des petites capsules de 5 minutes. Je pouvais faire des capsules de 10 minutes pour permettre que ça se partage vite. Mais j'ai choisi ce format long pour donner à la postérité des outils. Peut-être qu'après moi, il n'y aura pas quelqu'un facilement dans les jours à venir qui reprendra ce travail. Peut-être que, voilà, peut-être, on ne sait jamais. Je préfère mettre à la disposition un ensemble de vidéos d'au moins 1 heure chaque fois. Je crois que je suis à la 5e conférence, comme ça, d'1 heure. Vous voyez que vous avez 60 fois 6 fois 5, c'est combien? C'est 30. Vous avez, pour les 5 ou 6 vidéos, vous avez au moins 600 minutes d'enregistrement sur le rythme. Donc, quelqu'un qui prend la peine de prendre tous ces enregistrements, d'essayer de travailler, ça va donner de la matière à ceux qui peuvent faire des études scientifiques, des doctorats, leur thèse, ça peut enrichir. Au lieu de faire des petites capsules de 2 minutes juste pour le buzz. Ici, les vidéoconférences ne sont pas pour le buzz, mais pour l'instruction du peuple. Vous pouvez ne pas suivre entièrement aujourd'hui, mais le jour où vous aurez le temps, vous pouvez vous asseoir doucement, réécouter et apprendre. C'est ça l'intérêt des vidéoconférences. Voilà pourquoi elles sont assez longues. Alors, parlons des crimes rituels dans le Mouri. Est-ce qu'il y a des crimes rituels dans le Mouri? Est-ce que les gens du Mouri font des crimes rituels? Est-ce que c'est pas exagéré de dire que les gens du Mouri font des crimes rituels? Est-ce que vous pouvez le prouver, pasteur? Est-ce que vous pouvez prouver que dans le Mouri,
on fait des crimes rituels, etc., etc. C'est très souvent cette menace qui revient quand je lis dans les commentaires, quand les gens essaient de m'intimider. Est-ce que tu peux prouver? Est-ce que si on t'amène devant les autorités, tu vas prouver? Ben oui, pour prouver, il faut mettre dans le canevas d'un rite rituel. Ça veut dire pour le prouver, il va falloir ouvrir le mouri aux caméras. Ça veut dire, on commence étape 1, étape 2, filmer dans l'authenticité et on va jusqu'à la fin. Vous trouverez le crime rituel. Vous le trouverez, forcément. Mais puisque c'est fermé, on ne peut pas aller filmer, on ne peut pas suivre, on est sur la déclaration. Et je tiens en l'honneur et la parole, je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas un bandit, je ne dis pas. Si j'étais un bandit, j'aurais inventé un tas de choses. Puisque je sais qu'eux, ils sont tenus par le secret, pour la plupart, ils ne viendront pas répondre, j'aurais profité de ça pour mentir, pour raconter n'importe quoi. Mais je prends la peine de rester lucide et de ne dire que ce qui est vrai, parce que avant tout, il y a mon image en tant qu'homme, père, époux, responsable des familles, mais aussi serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Notre maître est la vérité. La Bible dit de Jésus qu'aucun mensonge n'est sorti de sa bouche et il n'est pas donné donc à ceux qui lui appartiennent de mentir. C'est exactement ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans Galates au chapitre 5, au verset 24, par là je crois. Il dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et désirs. Alors nous qui sommes en Jésus-Christ, nous les fils de Dieu, qui nous battons à ce que Christ soit intégralement formé en nous, nous n'avons pas intérêt à mentir pour faire passer un message. Absolument pas. Alors, donc, venons. Est-ce qu'il y a des crimes rituels? Oui, mesdames et messieurs, il y a des crimes rituels. Est-ce qu'on peut le prouver? Oui, mesdames et messieurs, on peut le prouver. Suivez la vidéoconférence et allons-y au but. Le mouri va naître d'abord des crimes rituels. La base du mouri, ce sont des crimes. Je refixe le cap. Lorsque l'homme appelé Boulanda arrive au village par le biais des femmes récupérées par des hommes, un certain nombre de choses vont être faites. Un certain nombre de sacrifices. On va lui offrir en sacrifice 4 éléments. 4. Rappelez-vous bien. On va lui offrir 4 éléments, parmi lesquels le 4e élément est un être humain, un pygmée. Donc, le mouri commence déjà en termes de rite, en termes de premiers mouvements, des premiers contacts, des premiers échanges, des premières codifications du rite du mouri est un crime rituel. Donc, dans le premier Nzanga au village, le mouri va être installé, intronisé, démarré, on va dire. On va commencer le mouri avec on va dire quoi? Le crime fondateur. L'acte fondateur du mouri va commencer avec un crime, le crime d'un pygmée. Le pygmée va être sacrifié. C'est le premier être humain à être sacrifié au mouri. Ça, c'est un. Ensuite, le mouri lui-même, le mouri originel et original, qu'on appelle Boulanda, va être sacrifié de la manière que vous avez déjà vu, mais vous n'avez pas su que c'était ça. Permettez que je vous rafraîchisse la mémoire. Rappelez-vous, lors du premier défilé militaire du Sétéri, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, ils ont organisé, je crois, le jour de l'investiture du chef du Sétéri en tant que président de la transition. Vous vous rappelez qu'il y a eu un rituel de sacrifice d'un animal, d'un porc-épic qui a été fait devant les caméras. Vous l'avez suivi, mais vous n'avez jamais su ce que c'était. N'est-ce pas? Personne ne vous a jamais expliqué. Personne ne va vous expliquer. Vous avez l'opportunité de le savoir aujourd'hui. Alors, le rituel que vous avez suivi avec le porc-épic correspond exactement au premier rituel qu'on a fait en exécutant Boulanda, le mouri.
la lance, vous voyez, la lance est mise au bas-ventre, le bas-ventre est ouvert et les mains sont introduites pour faire descendre tous les intestins, on va dire les boyaux, on appelle ça les boyaux, voilà. Donc, en fait, tous les organes. Ce rituel que vous avez vu faire sur le porc-épic à la télévision nationale, c'est ce rituel exactement qui a été fait sur le Mwiri original. Le Mwiri originel, qui est Monsieur Boulanda, a été massacré de la sorte. Il a été ouvert de par le bas, les mains ont été introduites et on a dégagé tous ces organes. Ces organes ont été utilisés, ces organes ont été mangés pour certains, ces organes ont été utilisés dans la confection des fétiches, etc., etc. Ça, vous devez le savoir. Donc, le rituel que vous avez vu à la télé, en fait, c'est une réminiscence, c'est un hommage au sacrifice du Mwiri. Je suis sérieux, c'est pas la blague. Puisque eux, ils parlent de profondeur. J'espère que eux, ils auront l'occasion de vous expliquer plus de profondeur que ça. Voilà. Et donc, il va être exécuté ainsi, le Mwiri originel, il va être exécuté ainsi. On va prendre un certain nombre de ces organes qui vont être mangés, qui vont être utilisés. On va prendre sa bave, par exemple, qui va être utilisée dans les scarifications. Parmi les éléments qu'on met dans les scarifications de Mwiri, il y a la bave, il y avait la bave du Mwiri pour les tout premiers. Pour les tout premiers. Ceux d'aujourd'hui, vous pouvez imaginer, après des siècles, cette bave n'existe plus. C'est désormais la bave du faux Mwiri. Ça veut dire de frères, des messieurs, le vieux Otando et tout le reste qui fait ses grimaces dans la forêt. Quand il fait ça, il y a la bave qui sort. C'est cette bave du vieux Otando qu'on prend et qu'on fait croire aux gens que c'est la bave du Mwiri originel. Le Mwiri originel, il n'avait pas un océan de bave. Voilà, il n'avait pas un océan de bave pour que ça demeure encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez que le premier, on a sacrifié le pygmée, crime rituel. Le Mwiri lui-même originel a été sacrifié avec prélèvement des organes, crime rituel. On est d'accord, crime rituel. Ensuite, la tradition a continué ainsi avec les premiers Mbuna. À l'époque ancienne, avant que la justice du blanc ne s'impose à ces gens et qu'ils changent la méthode, lorsqu'il y avait 10, 20, 30 Mbuna qui allaient se faire initier, il y avait automatiquement certains Mbuna qui étaient retenus, qui étaient sacrifiés de la même manière. Et l'expression consacrée pour expliquer ce crime rituel était le Mwiri a avalé. Chaque fois que vous entendez l'expression le Mwiri a avalé, cette expression était un euphémisme pour déterminer le crime rituel. À l'époque, on n'appelait pas crime rituel, bien sûr. Crime rituel ne fait pas partie de du langage culturel. Aujourd'hui, il faut le dire. Mais c'est ce qui se passait. Ce que nous appelons crime rituel aujourd'hui a commencé depuis là-bas. Même si la désignation n'était pas la même à chaque époque, sa désignation. Donc, à l'époque originelle, les Mbuna étaient rituellement sacrifiés. Leurs organes, bien sûr, prélevés pour faire des fétiches. Et dans certains fétiches qu'on va vous montrer, on va vous expliquer, on va vous donner quel organe était utilisé. La peau, par exemple, les premiers Mbuna, la peau était utilisée, séchée, utilisée pour la fabrication des petits tambours. Ça, tout initié le sait. Tout initié, mais pas des sous-traitants de Facebook ou de... Non, non, non. Les vrais initiés qui sont dans les succursales, qui sont dans les... Voilà, dans les succursales. Et donc, qui font leur classe, qui grandissent dans les différentes succursales que nous allons voir, automatiquement, obligatoirement, nécessairement, ils le savent parce que c'est la transmission de la connaissance orale. Donc, ce que je dis, je ne le tire pas de moi, je ne l'invente pas, c'est la vérité. Les premiers Mbuna,
leurs organes étaient récupérés, la langue notamment, quand on va parler du pouvoir oratoire, on va voir comment la langue, au départ, la langue des hommes, le sexe des hommes était utilisé. Aujourd'hui, on a ajouté, il y a au fur et à mesure, on a ajouté au sexe des femmes, désormais, qui font partie de l'arsenal pour les paroliers, les parleurs, les discoureurs, etc., etc. Ça fait partie des succursales des membres du Mwiri. Et donc, les Mbuna, troisième niveau, il y avait des Mbuna. Donc, de génération en génération, jusqu'à ce que le blanc arrive. Quand les blancs arrivent, quand les milices patrouillaient, etc., et que les colons, les missionnaires, ont vu ces énormités, ces abominations, alors il y avait des rafles. On faisait des rafles. On attrapait ces gangas-là et on allait les enfermer et beaucoup mouraient là-bas en prison. Mon propre grand-père est mort en prison pour des faits de sorcellerie de la sorte. Mon propre grand-père, le père de ma mère, faisait partie des raflés parce qu'effectivement il avait des fétiches, parce qu'effectivement il avait des aigles dans sa chambre mystique, diabolique, qui perturbaient et qui occasionnaient les foudres, qui occasionnaient la mort. Ça, c'est dans ma propre famille, le père de ma mère. Voyez, donc c'est dans cette ambiance que les Blancs faisaient donc, les milices faisaient des rafles. On prenait les vieux sorciers là, on les envoyait en prison, on les exécutait là-bas, etc. Et donc du coup, beaucoup ont pris peur. Et c'est ce que, quand ils parlent, ils vous disent souvent, les Blancs ont détruit nos traditions. Les Blancs ont détruit nos rites, etc. Les Blancs faisaient la chasse. Faut pas oublier qu'à cette époque, en Europe aussi, il y a ce qu'on appelle l'Inquisition, il y a ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Donc, ce n'était pas une affaire qui se passait seulement en Afrique. Même chez eux-mêmes, les Blancs, il y avait la guerre aux sorciers, il y avait la guerre aux sorcières, parce qu'ils avaient compris que la sorcellerie n'apportait rien à la société et qu'il fallait l'éteindre, il fallait l'anéantir. Et on préservait, on gardait tout ce qui n'était pas là où il n'y avait pas la sorcellerie, là où il n'y avait pas le crime. Voilà. Et donc, avec les tortures, etc., ils vont développer une autre maintenant manière de faire les crimes rituels. Mais les crimes rituels au sens premier, que nous voyons les gens démembrés dans la rue, ça se fait par eux. Ça se fait puisque les fétiches pour lesquels ces crimes-là sont exécutés, ces fétiches sont là. On va voir, je vais vous montrer un tas de fétiches et vous allez reconnaître que ces fétiches existent bel et bien dans la société. Or, les outils qui permettent de fabriquer ces fétiches-là sont faits à partir, les ingrédients sont les corps humains. Est-ce que les corps humains, on ne découvre pas les corps humains sans les organes? Si. Dès lors où on découvre les corps humains sans les organes, et que ces organes, depuis l'époque du Mwiri originel, étaient déjà faits et prélevés pour confectionner des fétiches, nous sommes donc dans la continuité. On n'a pas besoin d'un bac plus 1000 pour comprendre que ce sont les mêmes pratiques, et si ce sont les mêmes pratiques, et que ces pratiques étaient faites dans ces rites, et que ces rites n'ont pas disparu, ces rites sont toujours là, vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que les mêmes qui ont fait les crimes rituels hier, qui ont fait les prélèvements des organes hier pour faire le fétiche X, sont les mêmes encore aujourd'hui qui font les mêmes crimes rituels, les prélèvements d'organes pour les mêmes fétiches X qui existent encore aujourd'hui dans notre société. Je crois que ça, c'est facile à comprendre. Voilà. Donc, à ce niveau-là, les Mbuna qui étaient accusés d'être mauvais, les Mbuna hostiles, les Mbuna orgueilleux, les Mbuna voleurs, les Mbuna, etc., qui dérangeaient l'ordre de la société, étaient sacrifiés rituellement. Quand on dit que le Mwiri a avalé, il n'était pas question de quelqu'un qui est parti dans l'eau et puis le monstre l'a emporté sous les eaux. Non. Il était question du crime rituel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Quelqu'un qui était attaché vivant, dépecé vivant, dépouillé de tous ses organes vivants. L'animal que vous avez vu à la place des fêtes pendant le défilé militaire et tout le reste, bon, ça c'était juste une symbolique. Il n'avait pas intérêt à ce qu'il soit vivant.
Voilà, il n'avait pas intérêt à ce qu'il soit vivant. Donc, c'était juste une représentation. C'est pourquoi ils ont utilisé un animal mort. Mais en temps normal, c'est un animal vivant qu'on utilise lorsqu'il est question d'un animal ou un humain vivant lorsqu'il est question d'un humain. Lorsque le pygmée a été sacrifié, il n'était pas mort, c'était un pygmée vivant qu'on a sacrifié au Mouri. Lorsque le Mouri lui-même, originel, a été sacrifié, il n'était pas mort. C'est de son vivant qui l'ont maîtrisé, qui l'ont dépouillé de ses organes, etc., etc. Les premiers Mbuna, c'était la même chose. Les Mbuna, on les dépaissait aussi vivants, on les écorchait vivants, on séchait leur peau, on l'utilisait pour la confection des tam-tams. Ça, c'est la pure vérité de la pure tradition mouriste. Donc la télé passe, filmer, faire des petits commentaires juste pour blanchir la chose parce que c'est simplement le plan anti-église. Il faut forcément blanchir les ennemis de l'église. Comme vous avez vu, ils ont blanchi les Nganga qui ont fait la promotion du crime rituel sur le plateau de la première chaîne. Désormais, on les a blanchis, on les a mis d'abord au frais, le temps qu'on oublie, mais le peuple ne va pas oublier. La Ligue chrétienne anti-Nganga ne va pas oublier. Nous allons rappeler que sur la chaîne nationale du Gabon, les Nganga qui font les crimes rituels ont reconnu leur forfait et personne ne les a inquiétés parce que tout le monde sait que c'est parfois grâce à ces Nganga-là que les gens ont des postes dans le pays et arrêter un Nganga qui fait les crimes rituels, c'est ouvrir la boîte de Pandore et alors beaucoup de têtes vont tomber, y compris les plus hauts placés possibles. Voilà pourquoi on leur fait de la place, on leur dit ne venez pas d'abord, restez en cachette, faites quelques mois là-bas, le temps qu'on oublie et puis vous reviendrez insulter l'église. Voilà le plan. Voilà le plan et voilà le plan. Et donc, on continue, mesdames et messieurs. Donc, les Mbuna étaient sacrifiés, des crimes rituels existaient bel et bien. De nos jours, ils continuent à se faire, mais vous ne pouvez pas, tant que vous n'avez pas mis la main, et si vous, c'est pas qu'on ne met pas la main, je vais vous convoquer, je vais vous inviter à suivre comment on appelle, les dénonciations du meilleur spécialiste en crime rituel que nous avons au Gabon. Nous avons la grâce au Gabon d'avoir un journaliste d'investigation qui est le meilleur certainement en Afrique, qui est peut-être le meilleur en Afrique, mais vraiment le champion au Gabon, qui a couvert des cas. Demandez à Jonas Moulenda les cas de crimes rituels qu'il a enquêté personnellement. Vous trouverez à tous les niveaux et dans tous les crimes, là où l'exécutant a été arrêté, forcément un Nganga est derrière. C'est pourquoi il n'y a jamais de procès pour crime rituel au Gabon. Parce que derrière tout crime rituel se trouve un Nganga. Or, derrière un Nganga se trouvent beaucoup de personnes nommées grâce à ces fétiches-là. Et donc, il y a un plan de protection des Nganga au Gabon parce que ce sont eux, pour la plupart, qui sont derrière les crimes rituels. Ça, il faut le dire, et il faut le dire honnêtement et assumer ses propos. Et dès lors où les Nganga l'ont assumé, il n'y a plus rien à dire. C'est ça la vérité. Donc, désormais, avec le matraquage que les Blancs faisaient, ils ont réussi à contourner la vigilance des Blancs. En contournant la vigilance des Blancs, ils ont créé la loi de la transmutation. Ils ont réussi à faire passer, au lieu d'attraper l'Ombuna et de le sacrifier, ils vont aller en prison. Ils ont utilisé la technologie de l'occultisme pour transférer désormais les âmes des hommes dans le coq. Mais au commencement, il n'y avait pas le coq dans le Mouri. Au commencement, il n'y avait pas le coq. Le coq est venu par la suite. Du fait qu'on ne pouvait plus sacrifier de peur d'aller en prison, à partir de ce moment, ils ont développé le sens, comme on dit, ils ont trouvé le mécanisme de transférer la vie de l'homme, l'âme du Mbuna, dans désormais le coq. Et lorsqu'on va en brousse, lorsqu'il y a des initiations, effectivement, il y a cette pratique de cannibalisme qui a été pratiquée sur le Mouri original. Cette pratique continue jusqu'à aujourd'hui. Cette pratique de cannibalisme continue jusqu'à aujourd'hui, sauf que la chair du Mbuna, qui est humain, est transférée désormais dans celle du coq. Et la preuve que ce coq-là
est en réalité chargé de la vie d'un humain, on donne aux initiés qui mangent ce coq-là, on leur donne la consigne de ne pas broyer les os. Et donc, on mange la chair sans toucher aux ossements. Et quand on fait ce rituel-là, apparemment, c'est un rituel simple. Un petit initié simple qui ne connaît pas la mystique, il voit que c'est le coq, mais il ne sait pas que le coq qu'on est en train de manger est allé sur les feuilles de manière extraordinaire, avec une certaine disposition, parce qu'il faut être en brousse pour savoir comment ça se dispose et comment ça se mange. Ça ne se mange pas n'importe comment. Voilà. Donc, à ce niveau-là, le Mbuna s'est fait manger, en fait. Il s'est fait manger. Et donc, il est mangé. De la même manière que le pygmée a été mangé par le Mwiri originel et que le Mwiri originel lui-même a été mangé par les premiers initiés, donc les premiers maîtres. C'est de la même manière que les Mbuna, au fur et à mesure, sont été mangés avant que le blanc ne vienne frapper l'ur. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la colonisation, s'il n'y avait pas eu le blanc qui avait intervenu à ce niveau, jusqu'à aujourd'hui, on devait continuer exactement. S'il n'y avait pas eu le blanc, jusqu'à aujourd'hui, le cannibalisme devait se passer en direct. Ça veut dire que c'est un humain qu'on dépêche, qu'on prépare, qu'on mange. Ça, c'est pas pour remercier le blanc pour ce qu'il a fait, mais c'est pour dire aussi quelque part que c'est l'un des bienfaits de la colonisation. La colonisation n'a pas été que négative. La colonisation a été aussi positive. On sait qu'elle a sauvé la vie de plusieurs personnes qui étaient sacrifiées dans des rites initiatiques comme le Mwiri, comme le Bwiti et bien d'autres qu'on va au fur et à mesure vous présenter. Et donc, quand le Mbuna est mangé en forêt, sous la forme de la poule, la preuve que c'est un rituel de cannibalisme, c'est que tout un travail est fait pour que le Mbuna rachète sa propre vie. Et pour racheter sa propre vie, les victimes de ce Mbuna-là va être une femme. Nous vous avons déjà parlé ici du sacrifice des femmes. Et donc, il y a crime rituel encore au Gabon sur les femmes, dès lors où les Mbuna qui reviennent de la forêt vont avoir des rapports sexuels avec des femmes une seule fois pour leur transmettre la mort et racheter leur vie, la vie de la femme est donnée en échange, mais désormais sur le plan de la sorcellerie. Ça ne se fait plus comme on coupe avec le couteau. Désormais, la fille est vendue par l'acte sexuel. Et beaucoup de ces filles-là meurent. Certaines de nos sœurs qui meurent dans les maisons sont en réalité des victimes du sacrifice au Mwiri, au démon, à la sorcellerie du Mwiri. Beaucoup de filles sont stériles, beaucoup de filles des foyers sont brisés, etc. à partir de ces rituels-là. Et donc, on est parti du crime rituel, proprement dit, et désormais au crime rituel d'envoûtement. Et je continue à affirmer que le crime rituel du dépeçage, il continue à exister, puisqu'on voit les corps sans organes dans notre pays. On les voit. Ce n'est pas un rêve, on les voit encore. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des corps qu'on découvre sans les organes. Et je vous dis que le Mwiri est l'un de ces rites-là dans lequel les organes humains sont utilisés jusqu'au moment où je parle. Les organes humains sont toujours utilisés dans la confection des fétiches. Mais sauf que je ne suis pas là où ils font ça, donc je ne peux pas dire que c'est elle qui a tué à tel niveau, non. Mais connaissant l'existence des fétiches tels que je vais les présenter maintenant, dans la seconde partie de notre conférence, connaissant donc l'existence du fétiche et des éléments de sa confection, dès lors où le fétiche là existe et que pour le confectionner, on a besoin du sexe d'une femme, c'est que les femmes qu'on découvre les corps sans sexe sont forcément ces sexes-là qui sont utilisés pour la confection de ces fétiches-là. Aussi simple que ça, on n'a pas besoin de 1000 bacs pour comprendre ça. Voici, mesdames et messieurs, ce qui est la première partie, la démonstration de ce que il y a le crime rituel dans le Mwiri. Et le Mwiri, n'est-ce pas, est un rite qui est né
sur la base du crime rituel. Le crime rituel sanglant. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus connu sur la base du crime rituel d'envoûtement. Parce qu'il y a plusieurs types de crimes rituels, comme nous vous le présenterons lorsque nous ferons la conférence sur les crimes rituels. Nous allons vous expliquer le mécanisme des crimes rituels et vous allez vous rendre compte que certainement même vous avez déjà été crime ritualisé au moins une fois dans votre vie. Parce qu'il y a beaucoup de types de crimes rituels. Et donc, dans le Mwiri, on retrouve aussi bien le crime rituel sanglant que le crime rituel sanglant que le crime rituel d'envoûtement. Et le crime rituel d'envoûtement produit aussi la mort que le crime rituel sanglant. Le crime rituel d'envoûtement occasionne aussi la mort. Donc ça, c'est notre première partie sur le crime rituel pour répondre, non seulement vous apporter la connaissance, mais répondre aussi à ces sous-traitants qui nous mettent au défi de prouver qu'il y a des crimes rituels. Et cette conférence, cette première partie de notre conférence est là pour indiquer effectivement qu'il y a le crime rituel dans le Mwiri, il y a le crime rituel sanglant, parce que le pygmée en a subi, parce que Boulenda lui-même en a suivi, les Mbouna, les premiers Mbouna des premières générations avant la colonisation en ont subi, et aujourd'hui encore, on a basculé dans un type de crime rituel d'envoûtement et les femmes sont des principales victimes. Donc oui, dans le Mwiri, jusqu'à aujourd'hui, il y a des crimes rituels aussi bien sanglants que d'envoûtement. Si celui d'envoûtement est beaucoup plus perceptible, parce que apparemment beaucoup de gens n'ayant pas connaissance ne savent pas que ça fait beaucoup de mal, celui de sang, lui, il est beaucoup plus discret parce qu'on ne sait jamais à quel moment quelqu'un a été dépecé, à quel moment, en quel endroit précisément tel fétiche est confectionné ou pas. Mais nous savons au moins qu'il y a une définition selon laquelle les crimes rituels sont des crimes qui sont faits à des fins fétichistes. Cette définition, personne ne peut la nier. C'est à des fins fétichistes. Ça veut dire les éléments qui sont enlevés participent ou sont utilisés dans la confection des fétiches. Est-ce qu'il y a des féticheurs au Gabon? Oui. Est-ce qu'il y a des féticheurs dans le Mwiri? Oui. Est-ce que les gens du Mwiri là, parmi eux, il y en a qui sont des féticheurs? Oui. Est-ce que parmi eux, il y en a qui font le bundo? Oui. Le dibeki? Oui. Qui ont la panthère? Oui. Qui se transforment en éléphant? Oui. Ça, c'est les différentes succursales qu'on va voir dans la deuxième partie de notre vidéoconférence. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous entretenir. Nous reviendrons dans la deuxième partie immédiatement pour traiter maintenant les différents fétiches. Ça veut dire pour ceux qui veulent maintenant faire l'école, grandir dans le Mwiri, aller plus loin, et ils doivent maintenant intégrer les succursales. Ils doivent intégrer désormais ces boîtes secrètes où on va leur apprendre maintenant comment faire le fusil nocturne, comment faire disparaître les dossiers au tribunal quand il y a un problème, comment détruire un foyer, comment poser un fusil nocturne devant la porte de ton ennemi. Ça, c'est maintenant des techniques qui appartiennent à des succursales. C'est des spécialités. Tous ne le font pas. Il y a des spécialistes du bundu. Celui qui fait le bundu n'a pas nécessairement la spécialité de la panthère. Celui qui fait la panthère n'a pas nécessairement la spécialité de la pèderie, etc., etc. La spécialité du perroquet, la spécialité de la poubelle, la spécialité du toilette, etc. Toutes ces spécialités-là forment le Mwiri. Donc le Mwiri, c'est un consortium, n'est-ce pas, de la sorcellerie villageoise. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons juste derrière avec le deuxième sous-thème qui est le fétichisme dans le Mwiri. Shalom.